tous des milieux différents. Ouais. On n'est pas pareil, c'est une évidence. D'ailleurs, on voit de plus en plus de jeunes de classe CSP+, aller mal. Donc, je veux dire, c'est pas forcément... Mais il faut quand même qu'on se rende compte, comme sur le sujet des femmes, que notre plus belle chance, c'est nous. Bienvenue dans Éclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclosion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Caroline Métro-Feujas. Caroline est une figure inspirante et visionnaire de l'éducation numérique en France. Elle va nous partager les défis qu'elle a rencontrés en voulant transformer le système éducatif, ses conseils pour les jeunes en quête de leur voie, ainsi que sa vision de l'éducation de demain. Bonjour Caroline. Bonjour. Tu vas bien? Ouais, ben merci, ça commence bien avec tous ces compliments. Mais c'est vrai. C'est pas que des compliments, c'est une réalité. On est dans l'hôtel Le Six à Paris, je les cite parce qu'ils ont eu la gentillesse de nous accueillir pour enregistrer ce podcast. Avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors qu'est-ce que je dirais de moi? Caroline, j'ai 52 ans. Le bel âge, je dirais, 2 enfants, mariée depuis longtemps et passionnée d'éducation et d'entrepreneuriat. Voilà. Donc CEO et cofondatrice de Nomade Éducation. Une idée toute simple, s'apercevoir que tous nos jeunes, où qu'ils soient, en quartier prioritaire ou dans les quartiers chics, ont un smartphone dans la main. Ouais. Et comment faire de cet outil partagé par tous, un outil d'engagement dans l'école, de plaisir d'apprendre, d'égalité des chances ici et ailleurs. Et justement, est-ce que tu peux nous pitcher rapidement l'application Nomade Éducation pour situer, aux auditeurs ce que c'est et comment la trouver? Nomade Éducation, aujourd'hui, elle est utilisée par 2 millions de jeunes, donc ça c'est très important, ici à Paris, à Mayotte et partout en Afrique francophone. C'est une application qui, avec des contenus rédigés par 350 profs de l'éducation nationale, couvre tous les programmes du primaire, du collège, du lycée et du supérieur. Donc aussi bien les BTS, les licences que les BUT, le bac pro chaudronnerie, que la prépa HEC, voilà, les élèves de primaire, donc une volonté d'accompagner tous les jeunes en formation technologique professionnelle ou générale. Ça, c'est le côté pédagogique et on a au-dessus rajouté tout un côté numérique, gamification et IA pour permettre à chaque jeune d'apprendre à son rythme et de prendre confiance. Voilà. C'est une application de révision, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, de révision, mais Nomade est une entreprise à mission avec le label B Corp, donc on va au-delà de la... Et on en parlera, je pense, un jeune qui réussit sa vie, il ne réussit pas que son école, il est bien. Donc Nomade Éducation, c'est des jeunes éduqués, bien dans la basket, engagement très fort sur le sport comme pilier de l'éducation pour la santé physique et psychique. Et dernier pilier, engagé et conscient des enjeux de demain. Je dis toujours que la jeunesse est notre plus belle promesse pour l'avenir. Ce qu'on a dans la tête à 13 ans, on le garde souvent toute sa vie, donc on engage les jeunes sur différents sujets en dehors de l'école. Ouais. Et justement, qu'est-ce qui te motive personnellement à rendre l'éducation accessible ? Alors, ce qui me motive, je crois que c'est une histoire personnelle. Moi, je suis une femme et je fais partie de celles qui trouvent que peut-être rare que c'est une chance. Je viens du fin fond de la Corrèze, mais vraiment d'une petite ville qui s'appelle Égletons, où j'ai vécu, élevée par un papa qui avait un CAP couvreur et une maman qui était dans l'entreprise mais qui n'avait pas fait d'études. Et tous les deux avec leur certificat d'études en poche et des grands-mères qui, elles non plus, n'avaient pas été... très longtemps à l'école, m'ont porté avec cette idée qu'en France tout était possible, que l'école était une chance. Donc j'adorais ça, je me levais hyper tôt les matins, je bossais. J'avais plein d'encyclopédies, mes parents avaient acheté plein de livres. Oui, c'était l'époque où on avait les encyclopédies. Alors je connaissais tous les musées parisiens, alors que j'y avais jamais mis un pied. Ma chambre était couverte de tableaux de Van Gogh, donc j'étais passionnée et bosseuse. Et voilà, et donc j'aimais l'école et j'ai eu envie à 40 ans, après 13 ans au sein du groupe Studirama, où j'avais gravé tous les... Ah oui, c'est vrai, tu as travaillé pour Studirama. Je suis rentrée chef de pub, vendeuse de coupons au bar et au resto dans un magazine étudiant parce que j'étais assez fêtarde et j'ai fini à la direction générale. Voilà, et c'était une très belle expérience où on m'a vraiment laissé ma chance. C'est un groupe que j'adore et un jour j'ai eu envie de faire quelque chose pour moi et de le faire pour un sujet qui me passionnait, l'école. Ok. Et ton papa, je crois que je l'ai entendu, il était couvreur de Jacques Chirac, c'est ça? Oui. Ouais, tout à fait. Donc c'était rigolo. Il était lui, il est toujours là. Mes parents sont là. 82 ans et toujours la patate, alors qu'il était pilier de rugby. Il continue à marcher beaucoup, à faire du vélo. Et il était effectivement couvreur de Chirac. Je racontais hier à l'équipe que quand je trouvais pas de travail, il lui envoyait des lettres à Paris, à la mairie de Paris, pour dire vous pouvez pas aider ma fille. Et lui, il était sur les toits à 12 ans tous les étés pour aider son père. Et puis très vite, et il a monté
monté sa petite boîte et on a été élevé, je dirais presque une bourgeoisie de province parce qu'il a réussi sa vie, grâce notamment à ce qu'elle lui avait donné l'école en maths et en français. Il était à l'aise, il était bosseur et moi j'ai beaucoup d'admiration et de respect, j'ai toujours vu heureux. Et en Corrèze, il fait froid et il fait chaud. Sur les toits d'été, je l'ai jamais vu se plaindre. Et je pense qu'il était heureux avec un respect énorme des gens avec lesquels il travaillait, ses ouvriers, et un respect énorme pour ses clients. C'est un vrai modèle pour toi, Ah ouais, mon père et ma mère. Ma mère, un client ne m'attendait jamais. Il fallait tout de suite, mon père était sur les toits le samedi et le dimanche, s'il y avait comme aujourd'hui de la neige qui tombait pour dépanner. Donc c'était vraiment, elle portait ça et lui, il portait la valeur travail comme une forme de bonheur. Il était heureux de bosser pour ses 2 filles. Voilà, vraiment, il était fier de ça. Ouais, c'est génial. Et est-ce qu'il y a eu des moments dans ta carrière chez Nomad où tu as vu un réel impact de vos actions, tu vois, une victoire qui t'a particulièrement marqué? Alors, objectivement, il y en a plein et c'est marrant parce que je suis une affective, c'est un peu tous les jours. Par exemple, ces avis, je suis la seule folle de l'entreprise qui ne s'est pas désabonnée de la chaîne parce que ça tombe tout le temps où il y a les avis des stores. Dès que quelqu'un me dit j'allais me déscolariser, je suis heureux, ou qu'on m'écrit du Burkina Faso pour dire merci, vous êtes là alors que je ne peux pas aller à l'école. Vraiment, c'est pas du blabla, ça m'émeut beaucoup. Quand avec la Fondation Orange l'année dernière, on a accompagné pour amener l'école à 500 000 enfants, je le redis, dans des pays comme le Mali, le Niger, c'est des choses hyper importantes. Quand j'ai été nommée French Tech 2030 et que j'étais qu'à côté de polytechniciens très sympathiques de Mistral AI, très sympathiques avec moi, qui avaient levé 300 millions d'euros, et que moi j'étais là avec mon autofinancement, mon combat pour l'école et juste ma grande gueule, à dire qu'il fallait qu'on porte l'école plus fort parce que c'était le pilier de tout ce qui allait se passer à la suite pour notre pays. Voilà, ça a été une grosse fierté. Donc on me demandait récemment sur Educatech comment je mesurais l'impact, parce que je ne suis pas tout le temps dans la science, le machin et tout. Ça m'a fait un peu sourire quand il y a 2 millions de jeunes qui nous utilisent, qu'on est 13% de nos utilisateurs sont en zone prioritaire d'éducation. Voilà, c'est une fierté, quoi. Quand je suis au World Skills et qu'il y a plein de jeunes qui me disent qu'ils nous utilisent alors qu'ils font un CAP paysagiste, ou quand on arrive dans une classe au Sénégal et que les enfants lèvent la main pour dire « je connais Nomad », voilà, c'est assez énorme. Ça c'est quelque chose, c'est une drogue. C'est hyper excitant. C'est la satisfaction client, quoi, en général. Exactement. C'est la satisfaction du côté des... ça, c'est la plus belle, c'est celle des enfants et de la jeunesse. Ou des parents. J'ai été à la BPI, là, qui a fait une interview pour Big Media la semaine dernière. Je suis rentrée, la fille m'a dit « Je suis tellement heureuse, donc elle avait 26 ans, je pense, de vous interviewer, Caroline, parce que quand j'ai passé mon bac S, j'étais nulle en physique-chimie. Vous m'avez tellement aidée. » Enfin, voilà, ça c'est hyper important. Ou quand mon fils arrive à l'EM Lyon et qui me dit « Maman, tout le monde connaît Nomad », ce qui ne veut pas dire que tout le monde l'utilise, mais tous les élèves connaissent Nomad. Ça, c'est une vraie fierté, quoi. Oui, puis c'est de l'ego aussi. Il y a la fierté de l'impact, il y a la fierté de la chef d'entreprise qui réussit. Voilà, ça fait plaisir. Tu as réussi à rendre accessible ton idée et ce que tu voulais. Et avec des moyens malgré tout modestes et sans prendre 1 euro à l'État ou aux concitoyens. Je trouve que c'est important aussi. Ouais. Donc c'est un ego quand même qui est au service des autres. Oui. Ouais, exactement. Enfin, j'espère. Tout le monde ne le voit pas comme ça. Moi, je le vois comme ça. Et il en faut pour réussir. Oui, je pense que oui, on en reparlera. Mais impact et business, beaucoup de gens trouvent que ça ne va pas bien ensemble. Donc, une boîte. Oui, moi, je me bats beaucoup pour ça. D'ailleurs, beaucoup de gens disent j'aurais pas été dans ce secteur si c'était pour réussir. Moi, j'y ai été pour réussir, à titre personnel, pour faire réussir ma boîte et pour faire réussir le plus grand nombre de jeunes. Voilà. Quelle est la vision à long terme de Nomad Éducation pour l'éducation en France, justement ? Alors c'est vrai que c'est une vision pour l'éducation au-delà de la France, mais c'est vraiment, moi je veux faire une pépite française. Vous connaissez tous Doctolib, Blablacar, je veux qu'il y ait la même notoriété, le même usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des sociétés qui ont rendu des services accessibles à tous. Doctolib a noué des partenariats avec l'hôpital, comme je pourrais en nourrir avec l'école. Il amène la médecine dans des coins où il y en a peu, en ruralité, etc. Moi, c'est vraiment la même chose. Je veux que ce soit le premier coach, le coach de réussite scolaire pour tous les enfants, partout sur le territoire, dans nos territoires d'outre-mer. Et je veux que ce soit une boîte où les gens, quand un parent, parce qu'il y a toute la partie, on pourra en parler gratuite, et il y a aussi le modèle premium, quand un parent investit pour son enfant dans Nomad Éducation, il investit aussi pour la jeunesse d'ici et d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est une boîte où on ne verse pas de dividendes. Et c'est pas, j'ai rien contre, je gagne bien ma vie, c'est un choix d'entreprise, mais qui a une boîte qui a un impact sur le reste de l'éducation ailleurs en francophonie. Ouais. Tu voudrais que, comme on a le réflexe d'utiliser Doctolib si on cherche un médecin,
qu'on ait le réflexe d'utiliser nos maths quand on cherche à réviser Exactement, ses mathématiques. À prendre du plaisir, que ce soit un automatisme. Voilà. Si c'est 10 € par mois pour une famille de 5 personnes, voilà, que ce soit vraiment le réflexe. Je me bats pour qu'il y ait un pass éducation, comme il y a un pass culture et un pass sport. Je pense que le cours de soutien aujourd'hui, c'est 2 milliards d'euros en France. C'est clivant. Alors, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas l'énergie, qui accompagnent moins leurs enfants. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de classes moyennes qui prennent des cours de soutien quand on parle avec Academia. Donc je pense que voilà, il y a quelque chose à faire. Et puis je me bats aussi pour que le numérique, je ne suis pas une accro du téléphone, je vois très bien les défis avec le smartphone. Je me bats avec mes enfants. Et il y a des portables qui ont volé. Donc je veux dire à la maison. En revanche, le numérique est là. C'est vraiment un outil d'inclusion, d'apprentissage qui peut rendre l'apprentissage plus sympathique, qui peut rendre le rôle de nos professeurs plus intéressant. Ça peut être peut-être 20% du temps de classe, un temps maîtrisé. Ça peut être une façon d'apprendre aux jeunes à mieux l'utiliser, à le comprendre. Donc je me bats aussi pour ça. Donc je veux faire rentrer le numérique dans l'école et dans la famille, mais avec intelligence et raison. Ouais. Pas comme des réseaux sociaux qui sont là simplement pour pas divertir, quoi. Exactement. Pas consumisme, voilà, c'est ça. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui doute de ses capacités scolaires, tu vois, et de son avenir? Parce que là, effectivement, si on est sur une application de révision, tu vois, c'est parce que peut-être qu'à un moment donné, on doute. Alors, chez Nomad, ce qui est très rigolo, c'est qu'on a les meilleurs et les moins bons. Donc les gens ne viennent pas, d'ailleurs, je me disais qu'il fallait qu'on change, c'est pas du soutien scolaire, c'est du coach scolaire, parce que Henri IV et Stanislas peuvent être clivants, mais on est très utilisés là-bas, donc c'est ceux qui veulent devenir meilleurs, aller au-delà, voir les programmes des années d'après, et c'est celui qui est dernier de la classe et qui n'a pas envie. Alors moi, ce que je dis toujours, et c'est une communication qu'on a peu en France, et que je trouve qu'on communique beaucoup, et ça me rend un peu dur, alors que je ne suis pas dure et que je suis très affective, sur le fait que tout est possible dans notre pays. Véritablement. Et je pense que si on répétait plus ça, plutôt, comme pour les femmes, plutôt que de dire qu'est-ce que c'est dur d'être une femme, qu'est-ce que c'est dur d'être jeune en France, qu'est-ce que le Covid nous a marqué. Oui, mais là, en disant ça, tu sais, tu continues à alimenter. Voilà. Donc moi, je veux dire qu'aujourd'hui, c'est possible, qu'il faut oser pousser des portes, que c'est plus possible que ça ne l'a jamais été, parce que moi, dans mes équipes, j'ai des ingénieurs types qui ont fait les grandes études succès, et j'ai des gamins qui étaient à... Je croisais le père de l'un d'entre eux, salut Thomas, il me reconnaîtra sur le terrain éducatif, qui me disait qu'il avait eu, ça avait été horrible. L'adolescent, horrible. Il ne foutait rien, il n'avait rien à faire de l'école. Et aujourd'hui, par tout ce qui se passe par la formation, par des choses comme Open Classroom, par des choses par Nomad Éducation, il a réussi à se former tout au long de la vie. Il a juste décidé à un moment qu'il allait voir les choses autrement. Voilà. Donc on a tous des milieux différents. On n'est pas pareil, c'est une évidence. D'ailleurs, on voit de plus en plus de jeunes de classe CSP+, aller mal. Donc, je veux dire, c'est pas forcément... Mais il faut quand même qu'on se rende compte, comme sur le sujet des femmes, que notre plus belle chance, c'est nous. Donc, il faut prendre nos choses en main. Et pour moi, c'est ça qu'on devrait répéter aux gens. Et je viens de recruter un candidat. Cette phrase a changé ma vie. Il m'a dit, son histoire est triste. Elle est triste humainement. Voilà, côté papa, côté maman, quand on les a plus, quand on les perd tôt. Mais par contre, quand on a tout ça face à soi, celui qui peut prendre en main son destin, au-delà de toutes les aides qu'on peut avoir, c'est quand même soi-même. Donc moi, je dirais que quand on est en France, où on a quand même la chance d'avoir l'école pour tous, où on a la chance d'avoir des aides, on a la chance d'avoir des accès à la santé, il faut se prendre en main. Il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent, plein de jobs étudiants partout qui n'arrivent pas à recruter aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut même financer les choses. Donc je dirais, crois en toi et confiance en toi. La vie, elle peut tourner, mais la plus belle opportunité, c'est toi-même. C'est quoi le principal ou les principaux freins psychologiques, tu vois, ou sociaux à la réussite que tu as pu observer dans ta carrière? Alors moi, je pense qu'il y a un côté, je le redis, de discours permanent des médias de l'État. Je pense que le frein à la réussite, et j'envie pas du tout le modèle américain, et encore moins en ce moment sur plein d'aspects, mais cette croyance que chacun peut réussir, je pense quand même qu'il faut qu'on la retrouve en ayant en plus, nous, ce côté très beau social qu'a la France. On a quand même un côté où on se plaint toujours de tout, où on attend beaucoup des autres. Sur tous les sujets. Et c'est pas clivant. Et alors on dit, oui, tu peux pas dire ça, t'as réussi, c'est facile pour toi, pour tes enfants. Mais je pense qu'à le dire, et peut-être que si parfois mes enfants ils peuvent venir, mais sont un peu moins pénibles dans le canapé, parce que je leur dis aussi beaucoup, bougez-vous, je sais que c'est plus facile pour eux. Donc ça, je pense que c'est un frein psychologique très important. Je le porte aussi quand on parle du harcèlement, qui est un vrai sujet. Il n'y a rien de pire qu'un enfant qui saute la vie, rien de pire. En revanche, il faut qu'on rende aussi nos enfants solides. Il faut qu'on freine le harcèlement. Moi, je dis toujours à mes enfants de toujours être attentifs aux autres, mais il faut aussi qu'on se rende compte qu'on n'est pas dans un monde de oui-oui, qu'il y aura toujours des gens pas bien. Et je pense qu'il faut qu'on se solidifie aussi et qu'on ose dire qu'il faut que la vie, elle n'est pas simple. Voilà, qu'on ose se dire que ça ne sera pas, on peut faire autant de
Voilà, alors je ne sais pas si ce que je dis est très clair, mais je crois qu'il Si, c'est clair, ouais, c'est pas il faut simple, aussi donner mais... de la force. Ouais. Je ne sais pas si les cours de bienveillance ou d'empathie vont fonctionner. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse des enfants forts et que cette force, ils la portent au profit des autres et pas contre les autres. Ouais. Voilà, c'est vraiment important, mais pour bouger les choses soi-même, il faut quand même être solide. Et cette solidité, c'est pas forcément de la méchanceté, etc. Ça peut être quelque chose qu'on met au service des autres. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un frein bien sûr qu'il y a un frein quand on vient des quartiers, que c'est beaucoup plus compliqué, quand on a des relations qui sont plus compliquées, quand on a des mamans ou des papas qui travaillent tout le temps de nuit, évidemment que c'est beaucoup plus compliqué. Il faut le prendre en compte. Je suis à fond pour qu'on le prenne en compte, c'est pour ça que j'ai fait ce projet. Ouais. En revanche, il faut aussi dire qu'il faut se bouger, que la jeunesse doit du respect à ses institutions. Moi, ce que je dis à la jeunesse, c'est qu'elle a des droits, mais elle a des devoirs. Ouais. Elle a des devoirs, elle a des devoirs par rapport à ses parents, elle a des devoirs par rapport à son pays, elle a des devoirs par rapport à ses professeurs. Le respect, j'y crois beaucoup, par exemple. Ça fait peut-être bullshit, mais quand on rentre dans une classe avec l'envie d'apprendre, qu'on respecte son professeur, qu'il soit très bon ou pas d'ailleurs, ben, il se passe quelque chose de différent. Oui, c'est vrai. Mais je partage ton avis, ouais. Et quels sont les plus grands défis que tu as rencontrés en voulant rendre l'éducation accessible ? Il y a eu des défis d'entrepreneurs qui étaient plutôt technologiques. Il y a eu un défi personnel qui était celui de... on se rend compte quand on devient patron qu'il faut être, en tout cas avoir des compétences sur un peu tous les sujets. Au début, la boîte elle est petite, donc c'est vrai qu'il faut aussi bien parler finance, technique, etc. Voilà, ça c'est un vrai défi. Et après, il y a un défi face à l'école dans un pays où moi j'avais envie au début très tôt d'aider l'école. Et j'ai pas réussi parce que les réunions avec les ministères, tout ça, sont ultra compliquées, qu'il y a une opposition publique-privée qui est difficile. Donc je me suis tournée vers les parents, j'ai autofinancé mon modèle par la pub et j'aurais pas été là-dessus, je serais comme le secteur des tech très mal. Voilà. Donc le défi le plus compliqué, c'est de se dire qu'on a un outil qui fonctionne et que même si on voulait l'offrir dans certaines situations pour devoir faire, on aurait du mal parce qu'il y a une espèce de truc... t'es dans le privé, donc t'es là pour détruire l'éducation. Ah oui, ouais. Ça en France. Ouais. Et il y a même un recteur qui m'avait dit, mais avec une forme de franchise, si vous êtes... Moi, mon rêve, c'est que vous n'existiez pas. Je l'entends. Ah ouais. Oui, mais je pense qu'il le pensait au sens que si l'école marchait... Sauf qu'aujourd'hui, factuellement, on a un vrai sujet. On est très mal classé dans les classements PISA. On a beaucoup d'enfants qui décrochent. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui viennent de l'école, dans nos banlieues, partout, dans le vivre ensemble. Donc, je pense qu'il vaut mieux qu'il y ait des solutions. Et je suis pour un privé et un public qui travaille main dans la main. Ouais. Voilà. Et quel que soit le sujet, dans les écoles supérieures aussi, parce qu'on peut dire on met tout le monde à la fac, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai, les facs ne peuvent pas. Donc je pense que le privé doit faire attention. J'écoutais ce matin, moi j'ai plein de sujets aussi autour du privé. Hein. Je dis souvent, le privé doit savoir ce qu'il fait, de l'argent qu'il gagne, la manière dont il traite ses salariés. Il y a des patrons qui ont vraiment besoin de se remettre en compte. Et je crois beaucoup au privé à impact. Ce qui ne veut pas dire au privé qui ne réussit pas. Mais je pense que rien ne peut mieux aider peut-être le pays à bouger que les entreprises et les grosses entreprises. Il faut qu'elles le fassent. Elles ont les moyens de le faire. Voilà. Donc quand on me reproche de parler aux patrons de Total Energy ou des banques, etc., mais je ne comprends pas. Moi, je pense qu'il faut parler aux gens qui sont puissants et se croire assez forts pour influer un peu les choses. Et ces gens-là, s'ils bougent, ça peut bouger très vite, beaucoup plus vite qu'à une métro avec Noma Éducation. Donc voilà, et si l'État est là-dedans, voilà, exactement, il faut qu'on bouge ensemble et qu'on arrête un peu. Et sur l'école, je ne fais pas de politique, même si j'ai des avis politiques, je ne comprends pas. Parce que le nucléaire, les retraites, c'est très clivant, c'est compliqué. Je comprends qu'on n'ait pas le même avis. C'est pas facile, on n'a pas le même point de vue. Et puis moi, je sais pas, c'est des sujets que je maîtrise mal. Tu maîtrises pas mais l'école, honnêtement, comprendre qu'aujourd'hui, les profs qu'il y a des sujets sur certains professeurs, pourquoi pas le dire, qu'il y a plein de profs engagés qui ne sont pas du tout suffisamment payés. Donc, et d'autres qui ont complètement abandonné. Exactement. Donc revaloriser, mais faire attention à ce qui se passe, beaucoup mieux former, avoir vraiment, c'est eux qui ont le destin de nos enfants, donc c'est vraiment peut-être les salariés de l'État les plus importants avec la santé pour un pays, que par contre qu'il y a un pays qui est sclérosé par une certaine fonction publique. Pourquoi pas poser ces sujets ? Voilà, se dire que l'école aujourd'hui, quand une classe, il y a 33 élèves, pourquoi pas les laisser, mais qu'en tout cas, si le numérique ne vient pas aider le prof à différencier les parcours, les élèves, les moins bons, les moins aidés à la maison, ou ceux qui ont des sujets de 10,
sont perdus. Pourquoi pas en parler? Je ne comprends pas. Donc je me bats, j'espère d'être entendue. On me reproche parfois d'être... Pourquoi tu es autant sur LinkedIn, toujours ce côté d'ego, et parfois on le reproche encore plus aux femmes, mais parce que j'essaie, avec mes petits moyens, d'être entendue sur à quel point l'école, et notamment jusqu'à la classe de 3e, parce qu'après je pense qu'on peut être solide et prendre des voies hyper différentes, à quel point cette école où on va tous les matins peut changer des choses. Pour tout le monde et pour tout un pays, créer nos talents demain, nos talents pour l'industrie, nos futurs ministres, nos futurs scientifiques, voilà. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est sur cette période-là que tu te découvres, que tu découvres ce que tu as envie de faire, que tu découvres et que tu deviens aussi ton lien social, etc. Donc ton rapport à l'autre, ta santé, plein de choses. Voilà. Donc c'est compliqué dans ce pays parce qu'on s'oppose beaucoup sur ce sujet, alors que je trouve que c'est un sujet où on devrait chacun mettre un peu notre point de vue de côté parce qu'en disant, je ne sais pas ce qui s'est passé. De nos enfants. De nos enfants, parce que tout le monde est attaché au moins à la jeunesse. De la jeunesse, Mais il y a beaucoup de parents qui font le choix aujourd'hui de plus en plus de mettre leurs enfants dans le privé. Oui, et puis le privé, c'est 20% des effectifs aujourd'hui. Le privé et le public, on se posait la question d'enlever les aides qui étaient à l'enseignement, par exemple, catholique. Mais moi, je ne sais pas où on met. On ne peut pas mettre tous les enfants dans les lycées publics aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut regarder les choses en face, se poser. Moi, je connais des gens de milieux très modestes qui mettent leurs enfants dans le privé. Bien sûr, parce qu'ils trouvent qu'il y a une démission. Voilà. Je dis qu'il vaut mieux en parler. Je pense qu'il y a un public engagé extraordinaire. À l'inverse, j'ai croisé des proviseurs qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient à rien faire de certains professeurs, qui ne venaient même pas aux réunions parents-prof, qui n'étaient pas engagés, qui mettaient la pagaille, qui recevaient parfois les primes des syndicats. Enfin, je pense qu'on devrait oser dire les choses. Ça fait depuis le mammouth une éternité qu'on est sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, au niveau de nos enfants, on fait les contenus pour l'Afrique pour 15 pays là aujourd'hui. On est obligé quand on fait le contenu pour la 3e en Afrique, on prend nos contenus de première en France. On peut continuer, voilà, c'est factuel, il n'y a pas de sujet, dans plein de matières. Et ils n'ont pas nos moyens. Et justement, sur le contenu et l'application de Math, donc vous avez intégré de l'intelligence artificielle. Et grâce à l'intelligence artificielle, donc vous proposez aux utilisateurs une expérience d'apprentissage sur mesure. Est-ce qu'il y a des risques à cette personnalisation? Alors, déjà, on va aller beaucoup plus loin parce qu'on vient de gagner le Grand Prix BPI Deep Tech Innove. Donc là, on va vraiment utiliser effectivement davantage encore l'IA générative pour personnaliser les contenus en fonction des appétences. Je donne un exemple, on a un problème sur les maths et les sciences. Ma fille fait du rugby. Quand je lui parle de la ligne des 22, elle comprend tout de suite les fractions. Aujourd'hui, tous les problèmes sont posés de la même manière où on continue à demander à Mayotte quelle est la distance entre Paris et Marseille. Donc, pour un gamin, c'est pas évident. Donc tout ça, on va vraiment créer beaucoup plus de contenu et faire des parcours de recommandation. Moi, je pense qu'en apprentissage, c'est pas dangereux. Par contre, où c'est ultra dangereux, c'est dans la bulle d'information. Donc, j'ai écouté en venant une information sur Twitter, justement. C'est que là où l'IA est très dangereuse, et moi, je fais attention à lire de plus en plus de journaux qui ne sont pas plutôt sur mes appétences, que là où c'est dangereux, c'est qu'on va finir par nous recommander des contenus, et je m'en rends compte moi-même, qui vont que dans le sens de ce que je pense. C'est ça. Et ça, là, je pense que c'est vraiment dangereux, parce que ça crée des biais hyper forts, et ça fait que chacun reste de plus en plus sur ses positions, ce que ne faisait pas la presse. On a une presse en France qui va du Monde au Figaro, aux Échos, la Tribune, Marianne, qui ouvre quand même, et puis on a des articles qui paraissent un peu partout, donc si on est ouvert, voilà, ou nos radios. Je pense que là, sur les réseaux, etc., et chez nos jeunes, ils n'entendent que ce qu'ils... et là, je pense qu'il y a un vrai biais. Et que ce qu'ils pensent. Que ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que si on vous dit que l'école est maltraitée, il n'y a pas assez d'argent dans l'éducation, vous allez entendre que ça. Moi, à l'inverse, je vais entendre... Et je veux dire, il y a un vrai sujet. Ça, je pense que c'est très dangereux, ça nous empêche de réfléchir. Donc, Nomade doit développer l'esprit critique de nos jeunes, c'est une de ses missions. C'est exactement... dont on a parlé avec Cédric Villani dans le podcast sur l'intelligence artificielle, effectivement, il faut faire attention. Alors Cédric, pour la petite histoire, on a eu le bac la même année et le même bac. Et donc on s'est croisés tous les deux parce qu'il était à Brive. Et moi, il a eu 20 et j'ai eu 8. Et je pense que ça a déjà scellé un petit peu la suite. C'est rigolo comme histoire. Pour vous deux. Oui, on n'a pas eu la même carrière scientifique. C'est vrai. Et selon toi, en quoi l'éducation permet-elle de forger des citoyens plus engagés?
On le disait tout à l'heure, parce que je pense que quand même ce qui se passe je ne sais pas ton rapport, toi, à l'éducation que tu as eu, mais dans nos têtes avant 13-15 ans, et bien sûr qu'on peut changer des choses. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on porte tout au long de notre vie. Donc nous, aujourd'hui, on éduque au-delà d'avoir des bases pour réussir sa vie. Et je pense que parfois, des bases solides suffisent. On n'a pas besoin de tous faire des bac+5. On fait beaucoup de rubriques mais très tôt, aux urnes citoyens. Parce que voter, ça sert à quoi? Pour qui? Pourquoi? Parce que si on met cette petite graine, moi on m'emmenait dans l'isoloir quand j'étais toute petite, tout le temps, j'emmène mes enfants, donc ils ont cette habitude, ils vont la garder. A priori, ils vont la garder. On fait des choses autour du bénévolat, on fait des choses autour du vivre ensemble, des rubriques là-dessus. On fait des choses pour changer, on vient de faire un très beau programme autour de l'électricité avec Schneider, pour dire qu'il y a plein de gens utiles dans le pays qui ne sont pas des gens qui ont fait un bac+5, et encore plus à l'heure de l'IA. Les gens qui vont devenir les plus indispensables, c'est peut-être ceux qui travaillent avec leurs mains. Voilà, donc on veut changer les biais, là-dessus. Donc moi, je pense que quand très jeune, on nous inculque des choses fortes, il y a une ouverture au monde sur la planète. Par exemple, qu'on explique pourquoi jeter un papier, une cigarette, il y a des choses très simples qu'on garde toute sa vie. Voilà. Alors moi, j'avais une éducation très forte là-dessus, sur tous ces sujets-là. Alors ça peut être très dangereux aussi, parce que si vous êtes éduqué à l'inverse, on le voit, et on le voit très bien avec les gouvernements qui privent d'éducation. Priver d'éducation, c'est priver de liberté de penser. Exactement. Donc, tout ce qui se passe avec les talibans, ce qui se passe sur les sujets des femmes, qui souvent ont un rôle d'affect très fort dans l'éducation des enfants, dans la vision de la guerre, etc. Quand on les prive de ça, on prive un pays et ça fait monter les dictatures. Donc c'est très important d'éveiller. Et aussi sur les citoyens engagés, nous on fait plein de choses pour leur montrer comment ils peuvent utiliser l'IA, parce que c'est capital, sans la subir. Quels sont ses travers quand on nous montre une photo, quels sont, etc. Donc le sens critique peut être aussi développé très tôt, et c'est une question d'éducation. Moi je reprends toujours mes enfants de façon assez brutale, en leur disant non mais tu me dis ça, et ils font pareil, hein. Mais je leur dis attends, regarde bien tout le contexte. Quel âge ils ont, tes enfants? 20 bientôt et 16. D'accord, ok. Et justement, 20 et 16, donc ils sont très intéressés par les enjeux de demain. Dans Nomade, sur l'application, vous intégrez des contenus justement sur les enjeux Oui, on le fait. Alors on le fait avec des partenaires parce qu'on veut que ce soit financé. Donc on va avoir des grands groupes. On vient d'aller voir AXA sur la sécurité routière. Alors c'est pas un enjeu de demain. On va avoir des gros groupes on va avoir des choses pour financer nos programmes autour. Donc les enjeux de demain, pour moi, il y a la santé, dont on ne parle pas, qui est en péril chez les jeunes. On dit en péril, donc on a fait des très grosses rubriques. Le Covid. Avant, l'obésité, on est en train de rattraper les États-Unis, le sport, santé mentale. Donc on a fait des choses autour d'Octobre Rose, de Movember, il y a des choses qui se font très tôt. On fait des choses sur le sport, on fait des choses sur la planète régulièrement. Là, on va faire des choses sur comment on peut vivre ensemble. Il y a la journée, justement, on voit monter l'antisémitisme, les choses comme ça. On fait des choses pour éveiller factuellement. Voilà, les enjeux de demain, ils sont économiques aussi. Quand je parle des enjeux de demain, l'industrie ne peut plus recruter. C'est un enjeu de demain, la souveraineté nationale, c'est un enjeu de demain. Redonner le goût de l'entreprise et du travail, c'est un enjeu de demain pour notre pays. Si les gens veulent faire freelance, moi je fais plein d'interventions dans les lycées, ils veulent plus de patron. Mais un patron, ça peut faire grandir, une équipe aussi. Bien sûr. Voilà, le freelance, ça peut être dangereux. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Hein. Non. Clairement. Comme tout le monde n'est pas fait pour être salarié, tu vois, c'est vrai dans les deux sens. Oui, puis la différence, c'est ça qui est formidable. Voilà, on peut trouver l'un dans l'autre du sens. Et on peut entreprendre dans sa boîte. Hein. On peut entreprendre, intra-entrepreneur. Voilà. Bien sûr. Est-ce que tu as dû faire des sacrifices ou des concessions pour aligner donc, la croissance de l'entreprise à son côté impact social, comme tu disais tout à l'heure? Pas du tout. Entreprise à impact social. Alors c'est très marrant, et d'ailleurs je pense, alors nous l'impact il était dans je sais même pas s'il y a 12 ans on parlait beaucoup de ça, moi c'était l'idée, je voulais de l'impact parce que tout ce qui n'a pas d'impact m'exaspère. C'est ma nature, j'ai du mal à rester dans certaines réunions, en tout. Hein. Donc en revanche, je pense que tout le monde peut avoir de l'impact. Je n'oppose pas les secteurs. Je pense que je vois des gens aller dans la banque aujourd'hui qui font de la finance à impact. Il faut qu'on arrête de penser qu'il n'y a que certains secteurs. On parle d'écologie, d'école et tout, mais non. On a besoin de gens qui font de la lessive, on a besoin d'hôtels, le sport. Tous les secteurs peuvent être à impact. Donc la seule concession que j'ai, mais qui n'est pas une concession parce que c'est un choix assumé que je ne voulais pas, c'est sur les fonds d'investissement. C'est que je ne veux pas qu'on décide à ma place. Si j'ai envie d'offrir à Mayotte au moment où il y a une crise, c'est hyper important que j'ai la liberté de décision de où je veux porter mon projet ou sur le versement de dividendes.
c'est pas un sacrifice, c'est un choix avec des gens qui m'ont suivi et qui sont d'accord avec ça. Voilà, c'est juste des choix. Mais moi, j'ai aussi fait le choix de parler de business et d'impact, et je trouve que souvent, quand on parle d'impact, on a l'impression d'être un peu dans le Larzac. Il ne faut pas faire ça, parce que pour aller au bout, aujourd'hui, et moi, je vis dans le monde où je suis, il faut de l'argent. Bien sûr. Voilà, donc moi, je porte des boîtes qui cartonnent et qui vont mettre leur réussite au service de l'impact. Donc, pas de sacrifice, pas de concession. Non, honnêtement, non. Puis c'est ce que non, pas de sacrifice. Et si tu devais conseiller justement un jeune ou une jeune entrepreneur qui veut se lancer dans un projet à impact, ce serait quoi ton conseil? C'est vrai que ça rejoint ce que je viens de dire, c'est que je penserais quand même business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impact, on peut en trouver partout, mais je trouve qu'aujourd'hui, et notamment les levées de fonds ont beaucoup éloigné de tout ça, où je le vois dans les tech, où ils ne savent pas où est le modèle économique. Je pense que si on veut avoir de l'impact, il faut avoir une vision d'un projet qui va être périn, grandir, etc. Donc il faut quand même penser comment on va le financer. Ouais. Voilà, sinon il vaut mieux se mettre dans le monde et trouver les financements. Ouais. Et sinon il vaut mieux se mettre dans un monde associatif, parce que dans l'entrepreneuriat, moi je ne sais pas faire sans argent. L'entrepreneuriat, de toute façon, il faut de l'argent et faire de l'argent. Exactement. Voilà. Et pour trouver de l'argent, il faut avoir un bon projet, une bonne idée. Ouais. Et beaucoup plus aujourd'hui. Parce que là, le marché est en train de se resserrer, donc c'est compliqué actuellement. Ouais. Ou alors, on fait comme toi avec ses fonds propres. Oui, moi je crois énormément à l'autofinancement, et quand j'entends certains me dire mais ça ne te gêne pas qu'il y ait de la pub dans une app d'éducation, des gens qui prennent des subventions de l'État, j'ai envie de leur dire mais attendez, je ne comprends pas. Déjà, nous sur la pub, on a été que sur les écoles, l'emploi, où je ne fais pas de la pub pour le McDo à 2 euros. Je me suis quand même permis de choisir alors que j'ai besoin d'argent. J'ai coûté 0 € à l'État, aux parents et aux élèves jusqu'à présent. Donc la remarque, voilà, nous on est un Spotify de l'éducation, il faut vraiment faut de l'argent pour financer, donc je suis très à l'aise avec ça. Ok. Alors j'ai une grande question pour toi. Selon toi, comment un jeune peut-il trouver sa voie? Surtout aujourd'hui, tu vois, où on est à une époque où les choix semblent être infinis. Tu t'es déjà dit, j'imagine, dans un salon étudiant. Ouais. D'ailleurs, je me demande toujours pourquoi c'est aussi compliqué. Aujourd'hui, effectivement, je pense que c'est un peu comme tous les sujets. C'est qu'on en parle tellement, en plus il y a eu beaucoup d'opportunités, etc., que ça devient complètement anxiogène. Alors moi, je dirais que plusieurs choses. C'est que ça mérite quand même de réfléchir, parce qu'on n'arrête pas de parler aussi de droit à l'échec, donc plein de gens. Bien sûr qu'on est pour le droit à l'échec, mais on est aussi pour le droit à la réussite. On peut aussi suivre une voie où on ne se plante pas la première année en fac. Moi, mon fils, il a changé, il a été en ingénieur puis en commerce. J'aurais autant aimé qu'il trouve, je suis très honnête, commerce tout de dès la première. Oui. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, je trouve que c'est hyper intéressant, et même le stage, c'est pas pareil pour tout le monde, mais de troisième, de seconde, échanger avec des gens, aller sur les salons, j'ai rien contre pour discuter, c'est fou. Moi, mon fils, il a fait son stage dans une agence d'architecture où il voulait aller, il s'est très vite rendu compte que en fait, être toute la journée enfermé dans son bureau, c'est pas truc, on a quand même des trucs qui nous tiennent, donc je pense qu'il faut quand même se renseigner sur où on est quand même en possibilité de réussir par rapport à ses compétences et par rapport à ce qui nous plaît. Et la deuxième chose qui doit nous rassurer par rapport à mon époque ou à celle de mes parents, c'est qu'aujourd'hui, on peut vraiment se former tout au long de la vie. Donc moi, j'expliquais à mon fils que là, il rentre en commerce, mais demain, il peut très bien aller refaire un bootcamp un peu technique quelque part, après avoir travaillé, parce qu'on n'a pas enchaîné les formations non plus. Petit message. Non, mais il le sait. Et je le pense, et que je pense qu'un peu se confronter à la vie, c'est une vraie formation. Je pense qu'on peut se former tout au long de la vie et qu'on va changer souvent de métier. Moi, on m'aurait dit un jour, moi, la commerciale, je suis vraiment une vendeuse. C'est là que je suis le meilleure et je suis très fière d'avoir cette qualité. Vive les vendeurs. Que je travaillerais dans la boîte de tech, que je parlerais d'Irak, que j'irais du français, je l'aurais jamais dit. Aujourd'hui, on a tout pour grandir beaucoup plus vite et pour apprendre tout au long de sa vie, notamment avec l'IA, avec la tech. Donc, et je pense qu'en plus, les métiers qui vont réussir partiront beaucoup des soft skills, de ce qu'on est. Donc, il faut être heureux, sûr de soi. Et je lui conseillerais, d'être curieux, de bien se renseigner, etc., de choisir une voie pas au hasard. J'entendais quelqu'un qui me dit oui, j'ai fait boulanger, je me suis rendu compte qu'il fallait se lever à 5 heures. Mais c'est triste. Je me suis rendu compte qu'il fallait se lever à 5 heures. Mais comment tu peux t'en apercevoir après t'être lancé? Non, mais il y a un vrai sujet là-dessus. Voilà. Bien choisir et puis après se dire que de toute façon, il y a plein de possibilités de progresser, de modifier son parcours. Bien sûr. C'est ça qui est incroyable aussi. C'est génial. J'ai plein de profs chez Nomade. Voilà, ils étaient profs, ils sont ingénieurs. Ils font de la tech, ils se sont formés, ils développent. Ah, tu veux dire en tant que salarié qui je parle de salariés. J'en ai un à l'édito, deux à l'édito, et j'en ai qui dev,
codaient depuis qu'ils étaient petits, qui étaient profs avant. Bah oui, bah bien sûr. Donc voilà, je veux dire, c'est quand même, là on est mais sur... si déjà tu as ta passion, tu vois, tu sais voilà, ce qui t'anime, ce que tu as envie de faire. Puis après, du travail. Après du travail, il n'y a pas de secret, il faut bosser. Voilà, il faut bosser. Quand on bosse, ça finit par marcher. Une dernière question pour toi avant de passer au portrait chinois que je t'ai préparé. Si tu avais le pouvoir de transformer le système éducatif actuel, ce serait quoi? Ta priorité, ce serait quoi? Je crois qu'elle serait malgré tout pas sur mon secteur, elle serait sur les profs. Ouais. C'est-à-dire que ma priorité, ça serait mieux sélectionner, comme le ferait l'entreprise, plus former. Ouais. Une formation vraiment de prof, mais alors pas au numérique, une formation à la pédagogie, et je veux dire au sens comment je tiens une classe de 33 personnes, comment je transmets un truc, comment je donne envie d'apprendre. Et je pense qu'il faut des caractères pour ça. Plus de rémunération et plus d'évolution de carrière pour ceux qui le méritent, parce que c'est eux qui ont le destin de nos enfants entre leurs mains. Ouais. Et par contre, plus de sanctions. On ne peut plus mettre face à des élèves, des profs qui n'en ont rien à faire. Voilà. Ouais, donc, on parlait du système finlandais, je crois qu'il y a des choses comme ça. Donc, je crois que je commencerai par là. Après, c'est vrai que je mettrai 20% de numérique. Je dirais aux parents, on a voulu une école qui inclut tout le monde. Les parents qui ont un avis sur tout, je leur dirais de laisser aussi chacun faire un peu son métier. Moi, je n'ai pas envie d'avoir les parents de mes salariés dans mon entreprise. Ouais. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu impossible d'être professeur. Quand on rentre dans une classe, moi je dis toujours à mes enfants que le prof, il a raison. Alors il a raison, pas forcément dans ça, mais qu'il le respecte. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu des sujets. Et mon fils disait au prof d'allemand, ah non, mais je ne vous l'ai pas dit, parce que de toute façon, ma mère, le prof s'excusait de quelque chose qu'il avait fait, ma mère, elle vous aurait donné raison. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, si on part de ce principe qu'ils aient raison ou tort, je veux dire pas sur des sujets de fond, mais sur des sujets au quotidien, parce que quand on va dans la classe en disant toujours, le prof, c'est un con, je ne sais pas comment ils font pour enseigner. Je pense que tout le monde a un avis, les enfants sont pas mal élevés, ils sont hyper actifs. Les mauvaises notes, on n'a plus le droit d'en mettre parce que c'est truc. Celui qui sèche le sport, je trouve que c'est devenu compliqué. Donc je referais un prof à la Pagnol au sens où ma mère me disait toujours qu'Instit était le plus beau des métiers, qu'on leur devait le respect, qu'ils avaient le savoir. Et c'est peut-être réac, mais je pense que si on retournait sur ce respect de nos profs, qui pour beaucoup quand même, ils vont quand même par vocation, on changerait aussi la donne de l'école. Donc voilà, Merci. On va passer au portrait chinois. Donc si tu étais une matière scolaire justement, laquelle Alors j'en serais deux, la SVT, qui s'appelait la biologie quand j'étais petite, parce que je suis une amoureuse de la nature et de la vie. Voilà, et que je trouve que connaître son corps, ce qui nous entoure, j'adore les plantes, les arbres. Voilà, pour moi, on est avant tout des animaux, on fait partir du règne animal, on l'oublie, avec une chance peut-être même par rapport à qu'on devrait mettre au service. Voilà, donc ça c'est une conviction corésienne. Et le sport, parce qu'il est essentiel à ma vie, que je le redis, je pense qu'on a un corps et une tête, et qu'on devrait en faire une matière scolaire essentielle. Le sport et la SVT. Ouais. Ok. T'aimes bien aller courir dans la forêt, quoi, c'est ça? C'est mon psy. C'est ton psy? Ah ouais, c'est mon psy. Moi, quand je cours dans la forêt, je me sens vivante, je me sens heureuse, et tous les problèmes que j'ai eu le matin, ils partent, et j'ai la solution pour l'entreprise, pour ma vie de famille. Ça fait un bien fou, c'est clair. Alors, si tu étais une chanson? Alors, comme tu peux l'entendre, j'ai une voix, c'est particulier, donc j'ai pas choisi une chanson. Je suis trop mauvaise, j'ai choisi un documentaire. Un documentaire? J'ai choisi Le chemin de l'école, qu'on devrait faire regarder à tous les enfants. Voilà, on a la chance en France d'avoir une école gratuite. On a la chance de pouvoir apprendre tout, d'être dans un pays où les femmes vont à l'école, où tout le monde va à l'école, quel que soit le milieu. Les chemins de l'école, c'est ces enfants, il y en a encore plein, qui font 10 km tous les matins. Mes grands-mères me racontaient ça, elles ont fait ça en Corrèze. C'est un super reportage. Mais c'est extraordinaire, et ça nous fait réaliser. Alors moi, mes enfants, ils ont tout vu, des films de grands corps malades sur l'école. Quand on se baigne dans cette truc, on se rend compte la chance qu'on a, et on a envie pour ces enfants d'être heureux de notre école. Super documentaire aussi, si vous avez l'occasion de le regarder, n'hésitez pas. Si tu étais une invention, tu vois, ou une innovation? Alors j'ai parlé d'une marque, j'ai parlé de Spotify, parce que je disais que quand j'étais jeune, moi je remontais les cassettes avec mon stylo, puis j'ai eu les CD, c'était 15 €, et aujourd'hui, mon fils peut m'envoyer son rap, il écoute du classique, on s'en rend pas compte, mais ça nous coûtait une fortune d'acheter des CD, on a une bibliothèque universelle de toute la musique qui peut la démocratiser, etc. Et aujourd'hui, moi je voudrais être ça pour l'école, c'est-à-dire que quoi qu'on ait envie d'apprendre n'importe où en mobilité, on a pour toutes les familles, pour tous les jeunes qui veulent progresser, tout accès, voilà, dans son téléphone, partout, n'importe où, à un tarif. Nous, on s'est positionné sur l'abonnement premium, qui est en plus d'abonnement premium au tarif de Spotify pour 5 personnes, accès à tout, réussir à rentrer dans la plus belle fac, l'école de commerce, l'ingénieur, apprendre les langues. Voilà, donc c'est cette vision d'une démocratisation de ce code scolaire pour tous. Super.
Un mot inspirant, si tu étais un mot inspirant, ou non, une citation, ce sera après. Un mot inspirant, juste un mot. Un mot engagé ou énergie. Voilà, Oui. c'est J'aurais dit la même chose pour toi, je sais pas pourquoi, mais... Ouais, mais c'est un peu ça qui me caractérise, c'est-à-dire, mais avec cet affect, je prends tout à 200%. J'ai réalisé tôt qu'on n'avait qu'une vie. Vraiment, j'allais pas dire je le pense, c'est factuel. Ouais. Je trouve qu'il y a plein de choses pour lesquelles on se bat qui sont ridicule et qu'on peut avoir des avis hyper différents. Donc voilà, tout ce que je fais, je veux que ça ait un sens et que ça apporte des résultats, quel que soit le sujet, que ça apporte aux autres. Voilà. Et j'aime les gens, voilà. Et c'est très rare que... Voilà, donc c'est ça. Super. Et pour terminer, une citation, une phrase qui t'inspire? Alors elle est tellement grande et tellement bateau parce que répétée, c'est celle de Mandela sur l'éducation et l'arme. Alors je la connais pas exactement, mais la plus belle arme pour changer le monde. Façon de changer le monde. Ouais. Et véritablement, je pense qu'il y a plus belle façon. En plus, ça ruisselle l'éducation quand on touche à un enfant en Afrique, que la maman qui devient instituteur. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est incroyable l'éducation. Voilà. Et privé d'éducation, quand je vois ce qui se passe pour les femmes afghanes, ça me rend... c'est terrible. C'est privé de liberté. C'est comme nous mettre dans une cellule sombre, sans accès à la lumière, à l'extérieur. Ça fait avec la burqa. C'est une espèce de restriction du monde terrible. Je vois l'image, ouais. C'est horrible. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir participé à cet épisode d'Éclosion. J'étais vraiment enchanté de faire ta connaissance, du coup, parce qu'on ne se connaissait pas. On se connaissait pas, voilà. Et rien ne remplace les vraies rencontres, quand même, à l'heure du digital. C'est clair. Et écoutez, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des étoiles. Et si vous voulez télécharger l'application Nomade, je laisse Caroline vous expliquer. C'est simple, je pense. Là, vous allez sur le store où maintenant on a développé tout le web. Voilà. Donc voilà, vous tapez Nomade Éducation, Google, iOS ou sur votre site web, voilà, et vous aurez accès à tout. Voilà. Et il y a une belle promesse avec cette application. Donc, pour vous, pour vos enfants, et puis pour tous les enfants en francophonie. Même ceux qui n'ont pas accès aujourd'hui à l'école, pour qui on va vraiment s'engager. Merci Caroline. Merci.